Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Histoire et idées des arts, collection dirigée par Bruno Pequignot. Cette collection accueille des essais chronologiques, des monographies et des traités d'historiens, critiques et artistes d'hier et d'aujourd'hui. À la croisée de l'histoire et de l'esthétique, elle se propose de répondre à l'attente d'un public qui veut en savoir plus sur les multiples courants, tendances, mouvements, groupes, sensibilités et personnalités qui construisent le grand récit de l'histoire de l'art, là où les moyens et les choix expressifs adoptés se conjuguent avec les concepts et les options philosophiques qui depuis toujours nourrissent l'art en profondeur. Dernière parution. Marie-Hélène Hérault-Bibeau, De l'architecture à l'écologie. La dynamique créative de Hundertwasser, 1928 à 2000, au prisme de ses écrits, 2020. Marie-Hélène Hérault-Bibeau, peinture, tapisserie, timbre et stamp. La dynamique créative de Hundertwasser, 1928 à 2000, au prisme de ses écrits, 2020. Marie-Hélène Hérault-Bibeau, empreinte, influence et emprunt. La dynamique créative de Hundertwasser, 1928 à 2000, au prisme de ses écrits, 2020. Aurélie Martineau pour un autre contemporain, Ejie Ying, un peintre d'aujourd'hui, 2020. Franklin Barès, Les peintures transposées du Louvre, données sur l'évolution des techniques de transposition des peintures de Chevalet en France, de 1750 à 1848, 2020. Maya Varsimashviliraphael, L'itinéraire géorgien de l'avant-garde, 2019. Olivier Dehaye, Jean-Léon Gérôme. Désir d'Orient, 1824 à 1904, 2018. Claude-Stéphane Perrin, Cézanne. Le désir de vérité, 2018. Giovanni Gioppolo, Lucio Fontana, Le spatialisme. L'aventure d'un artiste, la destinée d'un mouvement, 2017. Fabienne Doulé-Cher, Poétique de la simultanéité dans les écrits de Pablo Picasso, 2017. Olivier Dehaye, Paul Delaroche, peintre du juste milieu, 1797 à 1856, 2016. Peggy Bonnet-Vergara, Wilfredo L'âme et l'éternel féminin, 2015. Exergue. Hundertwasser était extrêmement poétique dans son mode d'expression. Il a chargé des termes quotidiens comme jour de pluie, de puissance visuelle, d'atmosphère, de charme, de couleurs émotionnelles, et a lié cette force créative à des gestes ornementaux, à des modèles de connexion entre les graphèmes élémentaires dans une tonalité colorée multicolore, qui n'existait pas dans la peinture, mais par exemple en polychromie dans l'architecture-sculpture de la Grèce antique. Bason Brock, 2020. Avant-propos. L'année 2020 marque le 20e anniversaire de la disparition de Hundertwasser, 1928 à 2000, né Friedrich Stowasser, dont la vie et l'œuvre furent congruentes. Interrogé sur son choix de devenir peintre, l'artiste déclara : « C'est difficile à dire parce que les peintres veulent être peintres pour diverses raisons. Une forme de thérapie personnelle, désir de reproduire les choses, amour de la beauté ou de l'argent, raisons politiques et religieuses pour être dans le vent, ou peindre des visions d'avenir. » Ce peintre au cœur pur fut la figure la plus marquante de la peinture autrichienne depuis 1945. Son œuvre, perméable à la vie, est poreuse, l'une impliquant l'autre à chaque instant et immédiatement. Le spectateur nostalgique d'une oasis de tranquillité, de croissance douce et de paix, ne peut s'arracher que difficilement du sortilège coloré caractéristique de ses travaux. Mais il faut savoir que Hundertwasser a accompagné ses réalisations d'une écriture indissociable de sa dynamique créative, dont il n'existe pas de traduction systématique en français. Elle prit diverses formes, poésie ou prose, écrits plus techniques, pamphlets et manifestes, selon l'impact à donner ou le contexte. En 1983, dans une démarche pédagogique, il fit d'ailleurs le choix d'en éditer les plus représentatifs à ses yeux, en les classant avec rigueur. La démarche présentée dans ce volume est novatrice. Pour montrer comment cette écriture a autant exposé que nourri la réflexion picturale de Hundertwasser, ces trois parties proposent une traduction et une analyse stylistique des écrits esthético-philosophiques fondamentaux, dont les concepts se déploient bien au-delà de ce que l'artiste donne à voir dans ses images. La première partie souligne que les propos de l'artiste dévoilent une conscience précoce de l'importance des images.
Elle montre ensuite comment ce créateur désireux de prendre une part active au renouveau de la scène artistique picturale dans une Autriche post-1945, voire à l'international, exposa très rapidement ses premières convictions dans ses écrits. Puis, elle analyse comment Hundertwasser a ensuite donné naissance à des théories innovantes et créatives, comme le transautomatisme. Ou encore comment il fit entrer la spirale dans son œuvre, lui assurant une place emblématique. Elle expose encore comment la créativité fut le leitmotiv de son enseignement. Enfin, il s'agit de comprendre pourquoi de nouvelles prises de position ne furent pas toujours bien reçues. La seconde partie étudie la méthode de Hundertwasser, qu'il définit comme végétative. Elle montre comment son langage discursif revendiqua la place du rêve dans son langage pictural. Ou comment l'artiste, soucieux de l'impact de ses réalisations, fit appel à la voyance. Puis elle en détaille les mises en œuvre très personnelles. En particulier son passionné et minutieux travail de coloriste, tel qu'il apparaît notamment dans ses poésies. Elle éclaire encore le lien de l'artiste à ses œuvres, entraînant leur numérotation précoce et méticuleuse. Enfin, elle détaille comment, en corollaire, Hundertwasser fit évoluer son nom, le faisant miroir et programme. La troisième partie s'attache à montrer l'élargissement de sa dynamique picturale. Elle analyse comment Hundertwasser, ouvert sur le monde et jetant au fil du temps des ponts entre tradition et modernité, s'exprima sur les supports de toute taille et de toute matière, occidentaux et ou extrême-orientaux où il exerça sa généreuse créativité fécondée par sa pratique discursive, et réciproquement. Arrière partie, les écrits et manifestes picturaux. 1. Les écrits de Friedrich Stowasser. Le journal intime Tagebuch. Durant les années 1938 à 1945, lorsque les Lumières s'éteignirent, l'écriture exorcisa les menaces. En effet, Friedrich Stowasser, voire Infra, fut un diariste assidu, et de tout temps l'artiste Hundertwasser tint son journal intime, Tagebuch. Élément de son Nachlass, succession réservée, il apparaît au fil de son catalogue raisonné, Werkverzeichnis, quand procèdent ses points de vue artistiques, exposés en discours et en texte. Hundertwasser y notait chaque rencontre, par exemple le jour de décembre 1955 où le philosophe Roland Barthes inscrivit lui-même son adresse dans ce carnet. Ou lorsqu'en 1956, au De Mago, quelqu'un lui parla du collectionneur Siegfried Popp. Il nota ce nom dans son carnet soigneusement tenu, et en 1958 vint le surprendre devant sa porte à Hambourg. Le journal intime signa donc le goût de l'écriture de l'artiste, et accompagna sa créativité depuis le début, puisqu'il lui confia les prémices de ce que sa créativité déploya au fil du temps. Le secret du timbre, Das Geheimnis der Briefmarke, 1943. Les beaux timbres ont une longue tradition en Autriche et Hundertwasser appartint au club des philatélistes Danube, Briefmarkensammlerverein Donau. Entre 1938 et 1945, les timbres-postes se substituèrent à l'art déficient en Autriche et permirent à l'adolescent demi-juif de se consoler en quelque sorte de l'atmosphère oppressante. Dans son autobiographie, Sic en français et à la troisième personne, il précisa « Il collectionne des timbres-postes, Sic, de 1940 à 1947. Son père avait lui aussi une collection, et en 1953, sa vente permit au jeune artiste de financer sa première exposition à l'Art Club Wien. » Arrangé parmi les discours et les textes exposant les points de vue artistiques de Hundertwasser, et comptant au nombre de ses plus anciennes feuilles conservées, le poème tragique, Le secret du timbre, Das Geheimnis der Briefmarke, publié dans Schönewege, de Beauchemin. On notera que la date de composition coïncida avec l'année de l'arrestation et de la déportation de sa tante et sa grand-mère, et avec le déclenchement par les nazis de la guerre totale. En 1979, l'artiste y fit allusion dans le texte assez mélancolique, 3 timbres pour le Sénégal, voire Infra, rédigé lorsque le président du Sénégal lui commanda une création de timbres. Au collège déjà, j'ai écrit un poème en l'honneur des timbres. On notera qu'il les assimile à un objet saint. Dans le titre, le champ lexical du secret appartient au domaine d'une vérité révélée qui s'adresserait à l'humanité. En outre, l'utilisation dans le titre du singulier timbre-poste vise à donner du relief à cet attachement, les autres choses devenant tout à fait secondaires.
Les 15 strophes méditatives, de 4 vers chacune, aux rimes majoritairement croisées, procèdent du genre de la poésie lyrique, au registre souvent pathétique en ce sens qu'elle aborde généralement les émotions et les sentiments en lien avec l'existence. Ainsi le jeune poète de 14 ans pouvait-il évoquer non seulement son ressenti, les petits timbres collectionnés lui apportant quelques heures de bonheur dans l'isolement, les menaces, le chaos général. Mais aussi pouvait-il l'étendre à tous les hommes. L'adolescent y mêla encore la poésie épique, où son héros sera le timbre, et poésie didactique, ouvrant sur un enseignement. La première partie est introduite par l'anaphore interrogative. Comment se fait-il ? Procédé stylistique lui permettant d'attirer l'attention sur son questionnement sur la vie, ce qui l'occupera toute sa vie. Si dans son récit autobiographique, Entre jeunesse hitlérienne et étoile jaune, Zwischen HJ und Judenstern 1992, l'artiste prétendit considérer la guerre comme une grande aventure, un jeu de gendarmes et voleurs, il en va tout autrement dans ce poème, composé sur le vif à l'époque du désastre. L'énoncé s'appuie sur un chant lexical à la tonalité mélancolique et résignée, face au tragique d'une sombre situation qui semble à juste titre inextricable. Friedrich poursuit ce questionnement par une sorte de devinette malicieuse construite sur 2 vers. Mais quel est donc le secret et quelle est donc la réponse à toutes les questions qui sont posées ? La seconde partie explicite son point de vue, les timbres consolent. En opposant mort, vivre, vie, il souligne la fonction salvatrice des timbres. Il ne leur concède qu'un unique défaut, être certes créé de main humaine, l'adverbe certes, soulignant la désillusion voire la méfiance de l'adolescent vis-à-vis du monde des adultes. On remarquera encore l'assonance en W, veille parce que was quoi, vers, qui, vit, comment, évoquant les explosions à répétition et les grondements produits par les machines de guerre en action. Vient l'adoucir l'allitération en E, déployée dans la description des fonctions attribuées au timbre, menschlich, humain, leben, vivre, erzählen, raconter, gesehen, vu, erlebt, vécu. Personnifiés, avec des sentiments humains, ils racontent, vivent. Les timbres-postes sont une métonymie des civils dans le conflit. Une question rhétorique anaphorique, sans signe de ponctuation marquant le questionnement, ouvre la 3e partie. Tout d'abord, le champ lexical des réponses insuffle une tonalité positive et consolatrice, et les assonances anaphoriques du phone de, créant une musique assimilable à une douce berceuse. Rêverie et consolation face au contexte. Friedrich évoque en effet l'infini, la mer du Sud, le miracle, la paix, les lumières, le bleu, les châteaux de la pensée, le beau. La mer du Sud est associée à la paix, éclairant son choix futur de vivre en Nouvelle-Zélande. Même si la guerre totale n'est pas explicitement évoquée, surgit le chant lexical guerrier, concentré dans la 3e strophe de cette partie. Bien que réduit, sa tonalité est violente, gorge de fer, querelle sanglante, fossé de haine. Au qualificatif péjoratif qui montre ses difficultés d'adolescent privé de toute référence artistique en raison du contexte géohistorique, il oppose le registre mélioratif des images, synonyme de salut et de vie. Dans les 4 dernières strophes de conclusion, le jeune poète instaure un dialogue entre le jeu et son lecteur, tutoyé affectueusement. Il souligne leur situation difficile, ne sont plus près de toi, infidèles, parcourir seul le chemin de la vie, toutes les souffrances, n'a pas part à la lumière, dévore ta vie. À moins qu'il ne s'adresse ces paroles consolatrices à lui-même, évoquant un potentiel marginal lorsque des amis te manquent. L'injonction, dernier mot du dernier vers et sa ponctuation, bien présente, devient philatéliste, acmé du poème, et probablement un auto-encouragement à poursuivre dans cette démarche où le positif l'emporte magistralement sur le négatif. Plus tard, Hundertwasser écrivit encore, « Toutes les époques sont bonnes et mauvaises à la fois. Il n'y a pas de bonne époque sans mauvaise époque, pas de lumière sans ombre. Plus la lumière est forte, plus l'on ressent profondément l'ombre, et plus l'on vit profondément dans l'ombre, et plus on est heureux d'avoir un petit peu de lumière. » Ce premier poème tient donc une place fondamentale dans la pensée de Hundertwasser. Il montrait déjà les préoccupations majeures de l'artiste, image et écriture. 2. Les écrits fondateurs de Hundertwasser. J'adore Schiele, ICH Liebe Schiele, 1950-1951.
2 ans après l'épiphanie de l'œuvre de Schiele, durant l'hiver-printemps 1950 à 1951 en Afrique du Nord, Hundert Wasser nota dans son journal intime « J'adore Schiele ». De retour à Paris, il rassembla ses observations en un poème en prose « J'adore Schiele ». Il ne faut pas me tuer, ich liebe Schiele, man soll mich nicht töten, qu'il confia à son journal. Il le publia en 1983 dans son recueil de textes Schöne Wege, de beaux chemins, sous le titre court Ich liebe Schiele. Pour rendre hommage à Schiele et s'interroger sur son art à venir, Hundert Wasser se sera-t-il laissé inspirer par Félix Dorman du mouvement de la Jungvienne jeune Vienne, qui dans son poème « Ce que j'adore » Oasis ch liebe énonce aimer les cœurs percés et blessés, ce que personne n'a élu? D'entrée de jeu, l'artiste présente ses maîtres et projette ses interrogations. J'aime Schiele, Picasso et Klee et leurs pareils et Giotto les anciens et leurs pareils. Mais entre-temps et sinon, il n'y a qu'un vide abyssal. La simplicité est encore loin. Immédiatement l'artiste avoue « Je rêve souvent comme Schiele mon père ». Hundert Wasser opte pour une écriture reflétant le flux de conscience. S'entrelacent phrases en allemand et phrases en français, l'artiste en maîtrisant le registre courant voire familier. En voilà, sic une méthode sic. La disposition des vers, longs ou très brefs, tout libre et blanc, reflète son ressenti, les vers plus poignants aux nous d'énonciation étant dépourvus de ponctuation. Nous sommes seuls, nous devons soutenir des hommes, nous devons construire des maisons, personne ne nous soutient. Les points d'interrogation sont présents lorsque l'artiste déroule des questions existentielles en français ou en allemand. Combien de temps aurais-je? Comment font-ils? Il poursuit son introspection. J'adore, je rêve, je suis, je veux, serai-je, je meurs, sic, j'écris ma vie, je sens. L'artiste en devenir cherche dans l'écriture un remède à ses angoisses en ayant déjà recours à un des néologismes dont il a le secret. Innocent pareil, une schuldig gleich. Par ailleurs, des adverbes d'articulation et conjonctions spatio-temporelles modélisent sa confession intime au champ lexical d'un pessimisme désespéré. Vide immense, exclu, rien ne peut vous sauver, seul, douleur, triste, sans amour. Voire imprégné de morbidité, mourir, mort, se suicide, tuer. Mais tout cela en vain, ce que j'écris ne me détende sic pas. Il peut aussi s'agir d'un dialogue imaginaire avec Schiele, qui lui prodiguerait des conseils, comme le laisse entendre une accumulation de modèles picturaux. Sont encore évoquées ses pérégrinations, je lui raconterai les merveilles que j'ai vues au cours de mes voyages. Les paysages que je parcours et parcourrai, si. Surgit alors un kaléidoscope de couleurs et de matières, rouge, velours, vert émeraude, rouge-jaune, bleu de mer, mosaïque, pierre, terre. Car dans la trame se tissent les fils de son œuvre à venir, faisant de ce poème un texte théorique fondamental. Dans un monde qu'il juge désespéré et désespérant, puisque l'homme européen commence à mourir dès qu'il est né et à 10 ans est déjà mort, et que rien ne peut vous sauver, pas le christianisme, pas le communisme, pas la citoyenneté, l'artiste se fonde sur Schiele qui avait voulu donner aux artistes le moyen de réussir là où les politiques avaient failli. À la recherche de prophètes et de sauveurs, Hundert Wasser souligne que le salut viendra par les enfants qui savent dessiner des lignes d'or pur. Mais aussi par les peintres et les architectes, laissez-les parler, eux qui savent des choses sur une nouvelle religion, laissez-les agir, eux que vous moquez, ne remarquez pas, et qui pourtant vous veulent du bien. Notons qu'il met déjà l'architecture en lumière, il faut que nous construisions des maisons. Il décrit plus loin, Fès est une belle ville qui m'a ensorcelé, une mosaïque de Hongrie avec des mosquées aux pierres vertes et la terre à beaucoup de couleurs. Ici s'annonce son engagement futur dans une architecture visant le mieux-être, et où la nature trouve sa place. Puis, en corrélation, vient la peinture. Une peinture de toi ne sera bonne que si elle peut dire davantage que les dessins d'enfants, aussi belle que les formes des champs moissonnés et comme les hommes et les filles qui viennent à ta rencontre et presque aussi belle que les feuilles des arbres et des herbes comme les fleurs. Employant un champ lexical similaire, Hundert Wasser énonce ce que désormais il va répéter à l'envi. Un artiste doit comparer sa créativité à celle de la nature. La nature pousse selon des règles et des lois absolument stables, et dans la nature tout est juste, comment les feuilles sortent, comment le tronc se développe et comment les fleurs sortent. Il ajoute, quand un artiste tire des leçons de la créativité d'une plante, sa propre créativité est presque parfaite. Il ne peut pas échouer, il suit les lois de la végétation en produisant des tableaux. Le rôle que Hundert Wasser confère à l'art est donc plus vaste que la simple représentation.
Il se positionne en tête de cet élan en revenant une dernière fois sur son deuil de Schiele. C'est peut-être mieux comme cela, que je ne puisse rien lui dire, car il faut que je le dise et le donne à tous. Il se montre parfois découragé. Ce que je ferai sera pourriture, sachant que le chemin sera rude. Faisant les peintures nées de la douleur, je me comprends moins que les autres me comprennent encore. Mais il faut confiance à la couleur, élément essentiel de sa dynamique créative. Je poserai si richement les couleurs, et je le sens venir en moi, ça ne m'a pas trompé. L'espérance conclut son poème, mais je deviens de plus en plus riche. Riche bien entendu d'une vie intérieure qui va le guider sur son beau chemin de la peinture à l'écologie via l'architecture, enraciné dans le soutien de Schiele, son père spirituel. En 1975, l'artiste rédigea un texte en 3 langues et à la 3e personne Aotearoa, Insel der verlorenen Wunsch. Island of Lost Desire, île des désirs perdus, Hundertwasser in New Zealand, où il dépeignit son œuvre-vie. Dans cet écrit aussi poétique que visuel, figuratif et abstrait, à la graphie et aux césures particulières, il précisa comment il lui avait rendu un nouvel hommage. Hundertwasser a nommé des vallées du nom de Haut-Vallée Schiele. Texte d'exposition à RTCLUB, AUSSTELLUNGSTEXT à RTCLUB, 1953. En 1953, introduit à l'Art Club Wien, Hundertwasser y présenta ses images lors de sa première exposition viennoise. À cette occasion, il rédigea un texte spécifique, écrit en 1952 pour l'exposition à l'Art Club Vienne, Kärtnerstrasse, 10 au 30 janvier 1953, qu'il publia dans Schönewege. Dans ce texte d'exposition Art Club, Ausstellungstext Art Club, il avança un certain nombre d'arguments et de concepts qui vont constituer la trame de sa réflexion esthético-philosophique. La mise en cause de l'éducation, les pressions de la société, la nécessité de réagir contre la culture de masse pour atteindre la création universelle. Dans les 2 premiers des 6 paragraphes, employant 7 fois vir, nous sujet, et 2 fois un nous, accusatif ou datif, et montrant son intérêt pour les signes, l'artiste s'associe aux membres d'une humanité qu'il met en cause. Nous ne sommes plus capables de former, d'interpréter les événements autour de nous et en nous, ni même de les reconnaître. Ainsi, nous avons cessé d'être à l'image de Dieu et notre présence subsiste à tort. Nous sommes en réalité morts. Des arguments semblables à ceux que Monseigneur Mauer avançait dans la théologie des beaux-arts. Die Theologie der Bildenden Kunst. Il développe encore, avec provocation, son rejet des institutions éducatives, ce poison de notre système éducatif. Et conclut, notre système éducatif est une dévitalisation programmée. Outre le champ lexical religieux, pour convaincre ses lecteurs, Hundertwasser manie un lexique de sinistre mémoire, telle la mise au pas, Gleichschaltung. À une époque où une zone de Vienne est encore occupée par les soviétiques, il proclame son anticommunisme. Nous sommes nés dans une grise colonne d'hommes en marche qui se dirige vers le terne, le muet, le collectif. Apparaissent aussi les prémices de ce qu'il développe des années plus tard dans ses manifestes contre l'Union européenne. Cette colonne d'hommes en marche s'appelle l'Europe. Il multiplie le lexique négatif, plus capable de injustice, pourri, piétinon, poison, assassinat planifié. L'artiste critique encore la boue dont la confusion persiste actuellement encore dans l'art moderne, qui après des combats de 50 ans n'a pas réussi à l'évacuer complètement, montre la perfidie. Après avoir articulé son raisonnement par un pourtant, Hundertwasser justifie sa méthode, le transautomatisme, voire infra, à laquelle il réfléchit depuis quelques années et la caractérise par un mélioratif, le miracle. Le pluriel désignant ceux qui la pratiquent, quelques transautomatistes, est une nouvelle formule d'atténuation, la méthode lui étant personnelle. Peut-être cherche-t-il à se protéger des critiques, ou à signifier qu'elle n'est pas encore tout à fait aboutie. Il s'en montre néanmoins très fier, mais le langage de ce nouvel art s'éclaircit toujours plus. Quelques transautomatistes réussissent déjà le miracle d'une nouvelle conception sans entrave dans notre civilisation européenne du bluff. De plus en plus de devoirs incombent à l'art, que jusque-là tantôt la science, tantôt la religion prétendaient pouvoir satisfaire, mais qui dépassent clairement leurs compétences. Des propos encore à rapprocher des convictions de Mauer, énoncées dans la théologie des beaux-arts. Et des pensées que Haeckel avait déjà articulées 50 ans auparavant dans Les Mystères du Monde, dit Welträtsel, dont Hundertwasser possédait un exemplaire.
Propulsant au rang de sauveur de l'humanité, l'art qui doit rendre compte de l'infinie réalité qui est création universelle, l'artiste évoque une sensibilité conservée ou retrouvée, sans doute la sienne. On notera la nouvelle formule d'atténuation lorsque, plutôt que s'autociter, il fait allusion au humain de la nouvelle manière de conception. Il met encore en cause la science et la religion, peut-être sous l'influence des leçons de Diefenbach que son disciple Rössler avait transmises à Schiele. Il s'agit de rendre visible et de poursuivre la transmission de réalités infinies, pour la définition et la saisie desquelles aussi bien notre langue grossière que nos outils de calcul mathématique, les notes de notre système d'octaves, nos microscopes, appareils photographiques et les concepts de nos religions se sont montrés inadaptés. Il conclut: l'art moderne après 1950 ose nous offrir plus de clarté que la science et plus de sécurité que la religion, autrement dit plus d'argent et d'armes. Hundertwasser observe encore qu'il se situe à part, malgré la pression de la masse. Surtout, il insiste sur ce qui deviendra le pivot de sa méthode, la créativité. La résonance du texte fut grande, notamment en raison de l'argument de sa propre libération du bluff général de notre civilisation. L'opinion du public fut partagée, et de violentes réactions ne se firent pas attendre. L'artiste répondit dans une série de lettres ouvertes. Le 29 janvier 1953, il envoya au critique J. Lamp une lettre visionnaire. Il y rappela que son intention était de rendre à l'homme la capacité de créer qu'il avait perdue, souligna que le bluff dont il s'était accusé lui-même était de n'être pas libéré des mensonges de la société et des faux bons tableaux, qui proposent un faux monde avec un faux haut, un faux bas et un faux cadre. Il ajoutait: nous devons nous ouvrir au vrai monde de la sensibilité et de la vie, celui qui existe au-delà des apparences conformistes. 5 ans plus tard, dans son autobiographie, Sick, Hundertwasser revint sur cette mutuelle incompréhension. En 1951, il devient membre de l'Art Club de Vienne qui le lance et expose en 1952 et 1953 à Vienne où Sick, il déclenche, Sick, des réactions scandaleuses, Sick, et des attaques foudroyantes, Sick, et humiliantes du public et de la presse tout contre lui à cause des tableaux, Sick, mi-Klee mi-Rousseau et de son comportement normal. Il poursuit, et son dernier argument surprend, mais il se redresse et son sens pour la publicité l'emporte et le sauve. Il contre-attaque, Sick, avec un appareil impeccable d'adresse des critiques et galeries et gens importantes, Sick, étranger soigneusement cueilli. Ses beaux yeux lui aident. En 1979, il revint une nouvelle fois sur l'affaire, montrant que ses convictions n'avaient pas changé. S'appuyant sur un lexique religieux, il pointa la nécessité de la créativité. Dans une lettre en 1953 à un critique, je soulignais: mes buts ne sont pas de bluffer. J'ai pris la résolution de faire remarquer à l'homme qu'il a perdu sa capacité libre de créer, qu'il a perdu son moi individuel, sa responsabilité envers le tout et l'espoir de ses possibilités personnelles de ressemblance à Dieu, et qu'il doit regagner tout cela si sa vie doit reprendre un sens profond. Après cette publication, Hundertwasser poursuivit ses recherches esthético-philosophiques, aiguisées par une épiphanie qui généra sa période des spirales. 3. La spirale HUNDERTWASSERIENNE. 3.1. Focus sur la spirale. Universalité de la spirale. Examinons tout d'abord l'omniprésence notable dans le monde de formes courbes, notamment spiralaires. L'étymologie de spirale, désignant une ligne hélicoïdale, s'ancre dans le latin moderne des humanistes du XIVe siècle. Les mathématiques la définissent comme une courbe plate qui s'enroule autour d'un point, et s'éloigne continuellement de ce point. Bachelard considéra encore que la coquille, tourbillon initial, était d'une haute intelligibilité. La ligne ondulante en vient à se déplacer dans certaines zones de l'imagination, rejoignant le labyrinthe universel, archétype dynamique, ou même l'une de ces structures anthropologiques de l'imaginaire qu'étudia G. Durand. Cette forme apparaît encore dans le jeu de loi. Et puis dans le corps humain, les exemples abondent. Les dessins digitaux des doigts humains sont des spirales, le pavillon de l'oreille est en hélice. Dans le domaine pictural à proprement parler, la spirale est fréquente sur les divers continents. W. Hoffmann, considérant que la ligne peut tout, détailla son histoire et sa symbolique, depuis les peintures rupestres jusqu'à Duchamp et Hundertwasser.
Il rappela que selon Goethe, il n'y avait jamais rien d'immuable, rien d'achevé, tout oscillant dans un mouvement perpétuel. Hoffmann montra que l'ensemble du champ circulaire du symbole taoïste du yin et du yang englobe le circuit perpétuel d'engendrement et de naissance. Il observa encore que la spirale, un des plus riches motifs dans l'histoire de l'ornement, traduit les mouvements imprévisibles du serpent, tantôt menace, tantôt protection. Tel le serpent Ouroboros, cercle originel d'où s'émancipe la spirale, incarnant l'éternité et l'origine, le jour et la nuit. Van Gogh joua sur la multiplicité des galaxies spirales dans la Voie lactée. À leur tour, les surréalistes s'intéressèrent à la ligne sinueuse, Breton proclamant « La beauté sera convulsive ou ne sera pas », et firent valoir que les grandes oppositions, vie et mort, réel et imaginaire, etc., ne devaient plus être considérées comme contradictoires. Si en fait le cristal de roche SiO2 se trouve dans la nature essentiellement sous une forme de molécule absolument géométrique, ces observations font écho aux convictions de Hundertwasser. Des examens microscopiques ont révélé que les cristaux se forment par stratification spiraloïde, cycle successive, à la manière des escaliers tournants. La croissance en spirale des cristaux est la preuve vivante que la ligne droite n'existe pas dans la nature. C'est le fondement de sa réflexion puisqu'il proclama encore « Tout peut être spirale. Des lunettes, des nuages, tout peut se manifester sous la forme de la spirale. » Image de la folie, 1950. À la fin du XIXe siècle, spontanément ou avec l'encouragement de médecins, des patients des hôpitaux psychiatriques internationaux réalisèrent des œuvres picturales. Dans les années 1920 et 1930 apparut le terme d'art brut. Des collections constituées firent l'objet de 2 expositions à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Le 15 février 1946 fut inaugurée la première exposition d'art des malades mentaux, peinture, dessin, sculpture, décoration, qui suscita l'intérêt dans les milieux psychiatriques. En 1950, à l'occasion du premier congrès mondial de psychiatrie, s'organisa une exposition internationale d'art psychopathologique, à la dimension plus scientifique. Les tableaux les plus significatifs en provenance du monde entier s'y trouvèrent exceptionnellement rassemblés. Visitée par un public très nombreux, l'exposition fit l'objet de nombreuses réactions dans la presse. Cependant, la critique n'est pas préparée à cela et dans un article de Art d'aujourd'hui, Julien Alvar s'interrogea sur l'intention des organisateurs. Il estima en outre que la peinture pathologique, sans être dénuée de valeur purement artistique, n'était pas du domaine de l'art, mais du monde de l'expression. Dans le cadre de cette exposition, le 16 janvier 1950, le psychiatre Fulcignoni tourna un documentaire de 16 minutes, Images de la folie. Il voulait offrir aux spectateurs une possibilité d'avoir un regard sur les œuvres de malades, sans examiner ni interpréter ces tableaux pris dans leur individualité. Une musique lancinante et une voix off, souvent en synchronisation avec les changements des tableaux qui se succédaient, dirigeaient le regard du spectateur. L'épiphanie de fin 1952. À Vienne, remontant à la source des formes de l'imagination végétale, Hundertwasser avait été fasciné très tôt par les contours, les pulsations et les harmonies contrastées de la nature. Le voluptueux baroque qui proliférait dans son environnement lui avait déjà fourni le terreau pour la spirale. Pensons encore aux formes de l'art dans la nature, 1904, de Haeckel, puisqu'au début du XXe siècle, spirale et nombre d'or étaient devenus les symboles d'un renouveau d'intérêt pour les recherches structurales. Sans oublier le langage formel des débuts l'Art nouveau, avec ses riches ornements onduleux, aux courbes des sièges tonnais. Ni le baiser de Klimt, auquel l'artiste avait porté un intérêt particulier. Enfin, dans des œuvres de Schiele, outre des séries de motifs de champs et de collines, Hundertwasser avait notamment étudié la composition en spirale de Mermortei, Todtmutteri. Ne fut pas négligeable non plus l'influence des compositions de Klee, auxquelles la ligne serpentine insuffle le mouvement. En effet, celui-ci avait remarqué la possibilité du double mouvement significatif de la spirale, de l'intérieur vers l'extérieur ou inversement. D'ailleurs, dans Sous le signe du colimaçon 1921, il donna à voir un mouvement cosmique, universel et anhistorique, via la spirale se transformant en colimaçon et devenant à son tour un corps céleste.
On peut encore formuler quelques hypothèses sur la fertilisation du terrain avant l'épanouissement de la spirale. L'artiste n'en disant officiellement rien, il eut peut-être connaissance des conceptions du Viennois Camillo Sitte, architecte et théoricien de référence de l'urbanisme au XIXe siècle. Vantant les vieilles villes sinueuses, Sitte critiqua les plans géométriques, les rues droites et à angle droit, et proposa que l'urbanisme s'appuie sur les critères artistiques. Notons aussi qu'il nomma artistique une forme équilibrée, attrayante, prenant en compte les nécessités techniques et sociales de l'urbanisme qui font qu'une ville soit à la fois sûre et heureuse, et qu'il considéra encore qu'il fallait maintenir la beauté des anciens bâtiments et en conserver le patrimoine. Et puis, de passage à Chartres en 1949, Hundertwasser vit vraisemblablement le labyrinthe de la cathédrale, ce mandala de l'Occident. D'ailleurs, en 1961, l'artiste exécuta une œuvre au titre significatif sous-ensemble de 464 spirales WANTING to become a mountain, spirale Möchteberg-Werden, donnant à voir en son sein une spirale labyrinthe d'un bleu de Chartres. En Italie, il avait notamment intégré les motifs rythmés et colorés. Enfin, au cours du voyage en Tunisie, il avait assimilé le rythme hypnotique des arabesques spiralaires des arts islamiques, d'autant qu'il confirme à diverses reprises la forte influence du rythme répétitif de la musique arabe. Ne lui aura sans doute pas échappé non plus, au musée du Bardo, la mosaïque du labyrinthe ou l'état entre mort et naissance. Ces expériences nourrirent sa réflexion artistique menée depuis 1949 et déterminèrent sa prise de conscience de nouvelles exigences intérieures. Alors, fin 1952, à l'Université de Vienne, lors de la projection du film Images de la folie, de E. Fulcignoni, donnant à voir la créativité de malades schizophrènes peignant notamment des spirales, Hundertwasser se sentit renvoyé à lui-même, à l'univers. Dans son autobiographie, Sick de 1957, il ne fit pas mention de cette épiphanie. Il faut dire qu'elle faisait suite et mettait en lumière sa grammaire du voir, pièce du puzzle transautomatique, voire infra. Ce documentaire, Images de la folie, eut néanmoins un impact considérable sur Hundertwasser comme il le rapporta en commentant sous-ensemble de 163, Der Berg Andison, ERSTESSPIRALOID, Mountain and the Sun First Spiraloid, La montagne et le soleil, exécuté en 1953 sur le chemin pour Paris, où il fit apparaître le motif pictural de la spirale pour la première fois. Ce tableau insignifiant est pour moi une étape importante car c'est la première spirale de Hundertwasser, influencée par le documentaire Images de la folie, que j'avais vu à l'Université de Vienne. Arrivé à Paris, il reprit le thème dans sous-ensemble de 169, Le sang qui tourne en rond et J'ai une bicyclette. Das Blut das im Kreis FLIESST indice Achab ein Fahrrad. Dans son commentaire, l'artiste contextualisa son épiphanie. J'y fus incité par une spirale rotative dans le film documentaire de Fulcignoni. La spirale avait été tournée à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, et je vis le film à l'Université de Vienne. Cette spirale, je crois en bleu et rouge, a donné une impulsion décisive à mon travail. Je fus pris de vertige. Même si l'artiste fournit de nouvelles indications, il ne dit toutefois rien des circonstances exactes du visionnage de ce film ni de sa motivation. Quid du cadre dans lequel la faculté de médecine le projeta? Cours de psychiatrie? Congrès? Projection publique? Quelle fut la raison de sa présence à la projection? Ses biographes ou ses critiques n'en disent pas davantage. Ces vertiges confirment bien que l'œuvre n'est quand l'être entier, corps et esprit, coopèrent à une constitution. Champ psychophysiologique total, elle intègre le geste et l'environnement. Il est par ailleurs très troublant de constater que ce ressenti de l'artiste fut en totale adéquation avec une magistrale découverte scientifique d'alors. Crick et Watson annoncèrent avoir construit une maquette du code ADN, et montrant que ce dernier possède une structure hélicoïdale en forme de double hélice, proclamèrent penser avoir trouvé le mécanisme de copie de base qui fait naître la vie de la vie. En 1976, l'artiste revint sur l'universalité de la spirale. Dans ce film, le documentaire français Images de la folie, j'ai vu une spirale dessinée par un fou et cela m'impressionna. C'était ce que vous appelleriez une spirale Hundertwasser. Je me dis à moi-même, il faut que je fasse cela. En outre,
J'étais habitué à voir des spirales régulières chez Gustav Klimt, sur les tatouages des visages maoris et dans l'industrie, comme les parties qui tiennent ensemble les deux moitiés de votre stylo à billes. Il précisa encore, mais je n'avais encore jamais vu jusqu'alors des spirales délibérément irrégulières dans un sens décoratif. Alors que je m'y essayais, j'ai trouvé que je pourrais faire bien plus de choses que n'importe quel fou. Il n'y avait jamais deux spirales identiques. J'étais le pionnier de la spirale irrégulière. La spirale HUNDERTWASSERIENNE et le déterminisme biologique. Telle une épine dorsale, la spirale draine toutes les forces du monde, la sève de la vie, elle croît et prolifère comme une plante. Par elle, Hundertwasser fit affleurer les règles fondatrices biogénétiques d'une importance centrale pour Haeckel. Ou encore ce qu'il avait pu étudier chez Schiele. L'assimilation de cette épiphanie s'intégra dans l'évolution d'ensemble du métabolisme psychosensoriel de l'artiste, puisqu'entre décembre 1952 et juin 1953, Hundertwasser ouvrit une période de réflexion théorique intense qui ne le quitta plus et fit se multiplier les déclarations. La spirale traitée en soi illustra sur le plan formel l'autonomie et l'absolue primauté du thème, de la vie à la mort et de la mort à la vie, le symbole d'une même continuité. Dans le commentaire de sous-ensemble 269, le sang qui tourne en rond et j'ai une bicyclette, das Blut das im Kreis FLIESST indice H. Beinfarad, déjà évoqué, l'artiste attira l'attention sur les lois de la vie et du déterminisme biologique. La spirale irrégulière est la principale parabole de la vie et la mort. La spirale est la référence au déterminisme biologique végétal, la ligne organique par excellence, et elle entraîne le rejet absolu de la ligne droite, voire infra, qui lui est contraire. Il s'agit donc d'une œuvre inaugurale et programmatique, puisqu'il parle d'impulsion décisive, d'autant qu'en 1954, à la fois explicite et mystérieux, il écrivit dans sa lettre de Paris, Brief aus Paris, « Moi-même je travaille à des formes qui ressemblent par exemple aux anneaux de croissance et aux coupes d'épiderme et à la croûte terrestre. Tout comme sur les recherches des statues, les mobiles d'Alexandre Calder par exemple. L'invention du mobile est une avancée prodigieuse pour une création toujours plus parfaite. » Dans son introduction à sa seconde exposition chez Facchetti, Paris, avril 1956, usant de ses habituels néologismes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.